J'ai lu le livre de Dostoïevski intitulé Souvenirs de la maison des morts. Dans ce livre, le narrateur raconte les 4 années qu'il a passées dans un bagne russe. L'histoire se déroule au XIXe siècle. Le narrateur nous explique les mœurs des détenus et les différents moments forts tels que l'organisation d'une représentation théâtrale en prison, la fête de Noël au bagne et sa sortie de la prison. Voici le résumé détaillé de ce livre. L'histoire commence de la façon suivante. Un premier narrateur explique que lorsqu'il était en Sibérie, il a fait connaissance avec un homme qui est un ancien bagnard. Cet homme s'appelait Alexandre Petrovitch. Il était excessivement timide et suspicieux. Par exemple, lorsque quelqu'un s'adressait amicalement à Alexandre Petrovitch, quand on commençait à lui parler d'un sujet quelconque, celui-ci se comportait bizarrement. Il montrait tous les signes d'un grand stress. Ce fut le cas lorsque le narrateur est venu voir Alexandre Petrovitch chez une élève à qui ce dernier enseignait l'écriture. Sans raison, Alexandre Petrovitch s'est levé et sur son visage on voyait qu'il ressentait un peu ce que ressentent par exemple des criminels pris en flagrant délit. Bref, Alexandre Petrovitch est une personne traumatisée par un événement de sa vie. Le narrateur poursuit son histoire. Il souhaitait connaître mieux l'histoire et la vie d'Alexandre Petrovitch, mais il n'a pas réussi. D'une part, à cause du caractère taciturne et suspicieux de ce dernier, et d'autre part, parce que rapidement, après leur première rencontre, Alexandre Petrovitch est décédé. Mais cet homme a laissé des carnets dans lesquels il écrivait quelque chose. Alors, il y avait quoi dans ces carnets ? On le découvrira par la suite. En fait, une grande partie de ces carnets étaient des notes de ses élèves sur le cours de grammaire, cours qu'il leur donnait. Mais ces notes ne présentaient aucun intérêt. Il y avait parmi ces carnets un carnet dans lequel Alexandre Petrovitch racontant son expérience du bagne russe. L'histoire qui va suivre est issue de ce carnet. Commençons. Alexandre Petrovitch, que à partir de là je vais appeler le narrateur, parce que c'est lui le narrateur principal, le narrateur de l'histoire elle-même. Le narrateur donc commence par parler des mœurs des brigands, des bagnards. Dans le bagne, il est bien vu de faire preuve de froideur et de cynisme. Être le plus caustique, méprisant, le plus cynique que possible. Un homme qui serait naïf et simple fera l'objet de moqueries les plus blessantes. Une grande partie du livre est consacrée à décrire les bagnards physiquement et surtout psychologiquement. Il se divisait d'abord en nobles et roturiers. Alexandre Petrovitch est noble. La vie des nobles dans le bagne était plus difficile que la vie des paysans qui, eux, étaient habitués à la dure vie et au dur labeur. Ensuite, la souffrance des nobles au bagne était augmentée par le fait que les autres bagnards ne pouvaient et ne voulaient jamais voir en eux leurs camarades. Il existe un gouffre infranchissable entre les prisonniers nobles et les prisonniers roturiers. Il existait même une haine sourde. En effet, à un moment donné, l'un des bagnards roturiers dit avec haine aux bagnards nobles, en mettant l'accent là-dessus: « En liberté, vous les nobles, vous nous faisiez tant souffrir. » Dostoïevski souligne cette absence de camaraderie vers la fin du livre, où une quasi-révolte est déclenchée dans le bagne à cause de la mauvaise nourriture. En effet, la nourriture était très mauvaise dans le bagne, ce qui n'est pas surprenant, et à un moment donné, les bagnards souhaitent parler au commandant de la maison de force pour réclamer une meilleure nourriture. Le narrateur, qui venait juste d'arriver dans le bagne par inexpérience et aussi parce qu'il est choqué de se retrouver dans un endroit aussi horrible, et étant incapable de comprendre quoi que ce soit, rejoint les détenus qui réclament une meilleure nourriture. À ce moment, les bagnards auteurs de la réclamation et qui sont tous roturiers chassent le narrateur en lui disant que ce n'est pas son affaire.
Lui, comme tous les nobles, mange à part. Il mange une nourriture meilleure. Le narrateur s'écarte de la foule. Arrive le commandant du bagne. Le commandant parvient à étouffer la révolte en décourageant ceux qui sont les plus timides et en isolant, comme il les appelle, les meneurs, qu'il menace de supplices horrifiques, les verges, et en vociférant sur eux. Finalement, après la révolte, le narrateur pose la question à un des bagnards qui s'était révolté. Il dit : « N'êtes-vous pas fâché contre moi parce que je ne vous ai pas soutenu, parce que je ne me suis pas montré solidaire de vous ?» À quoi le bagnard roturier qui s'était révolté répond qu'il ne peut y avoir de solidarité entre eux car le narrateur est noble. À côté de cette distinction noble et roturier, le narrateur remarque une autre distinction fondamentale. La distinction entre les bagnards actifs en cela qu'ils ont un rêve de liberté, qu'ils imaginent comment ils vont quitter le bagne, s'évader, etc. Un rêve, et plus ce rêve est inaccessible, plus ils le cachent aux autres bagnards, plus ils essaient de faire preuve de cynisme. Donc la deuxième distinction est entre ceux-là, les rêveurs actifs, mais qui ne laissent pas apparaître leur vraie nature sous un masque de cynisme, d'une part, et les bagnards passifs découragés, d'autre part. Dans la deuxième catégorie, on trouve ceux qui sont désespérés. Dostoïevski brosse le portrait de l'un de ces bagnards résignés. C'est un homme, un vieux croyant. Il passait son temps à prier. La passivité et la prière. Voilà ce qui caractérisait ce bagnard. À côté de ces bagnards, certains actifs, d'autres résignés, un homme, un juif, se distinguait par son caractère. Il était le seul juif de la prison et s'appelait Isaïe Fomitch. Quand il est arrivé au bagne, il était tout timide. Il n'osait pas lever les yeux pour regarder les autres prisonniers. Mais par la suite, il devient prêteur sur gage, audacieux et effronté. Il était un homme rusé et comique. Le narrateur raconte comment Isaïe Fomitch entra dans la baraque le premier jour de son séjour à la maison de force. Il s'assit sur son lit de bois, n'osant pas lever les yeux. Les autres détenus le regardaient de haut et blaguaient à son sujet. Puis un jeune détenu est venu voir Isaïe Fomitch en lui montrant son vieux pantalon en très mauvais état et demandant ce que Isaïe Fomitch donnerait, quelle somme d'argent pour ce vieux pantalon. Peureux, Isaïe Fomitch voulut malgré tout gagner de l'argent dans cette situation qui s'était présentée à lui. Dès le premier jour, il accepta de donner le strict minimum pour ce vieux pantalon. Cette avarice d'Isaïe Fomitch fit beaucoup rire les autres forçats. Revenons aux autres forçats. Le narrateur nous parle des conditions terribles du bagne de Sibérie, des conditions de vie terribles du bagne de Sibérie. Les bagnards sont enchaînés avec des chaînes de fer, 24 heures sur 24. Ils dorment entassés dans des baraques où l'air est irrespirable. Ils dorment sur des lits qui ne sont que des planches nues. Certains sont marqués au fer rouge au visage. Leurs vêtements sont misérables, et s'ils veulent avoir d'autres vêtements, ils doivent les acheter, sachant que normalement, les bagnards travaillent gratuitement pour l'État et n'ont pas le droit de posséder, ne serait-ce qu'une faible somme d'argent sur eux. Malgré cela, un commerce de vêtements et même d'eau de vie existe dans le bagne. Ceux qui pratiquent ce commerce s'exposent aux terribles châtiments corporels. Malgré tout, les bagnards parviennent à se procurer de l'eau de vie et du thé. D'ailleurs, les discussions autour du thé sont des moments très importants entre bagnards. Toutefois, les contacts avec les autres détenus sont rarement agréables, à cause du caractère difficile de la plupart des bagnards. Le pire dans le bagne, et l'auteur insiste beaucoup sur ce point depuis le tout début du récit, c'est l'impossibilité de rester seul, ne serait-ce qu'une minute, car à chaque instant,
le bagnard est entouré de centaines de ses semblables, et il n'a aucune intimité psychologique. Un événement souligne à quel point les conditions de vie étaient difficiles. Cet événement, c'est le passage des forçats dans les bains publics. Le narrateur décrit cette sortie dans les bains publics avec beaucoup de détails. Les hommes étaient entassés dans une toute petite cabine surchauffée. Une énorme quantité de crânes rasés, d'hommes criant et s'injuriant. Selon le narrateur, l'enfer doit ressembler à ce bain public. Et après la description de cette sortie dans les bains, il est difficile d'être en désaccord avec le narrateur. L'étroitesse des bains publics et la surpopulation ne sont pas les seules difficultés que tout nouveau bagnard doit affronter. Il doit affronter aussi la gestion de ses chaînes. En effet, entre les chaînes que le bagnard porte autour de leurs chevilles et leurs pieds, se trouve un vêtement sans lequel le port des chaînes, ne serait-ce qu'une journée, conduirait à avoir des plaies vives. Et au moment d'entrer dans les bains publics, il faut savoir retirer les vêtements enroulés d'une façon savante autour des fers, ce qui n'est pas une mince affaire. Un bagnard débutant ne peut pas accomplir cela seul, d'où l'importance d'être aidé par un autre bagnard plus expérimenté. Le narrateur continue de parler des événements qui ont marqué son séjour à la maison de force. L'événement suivant fut la représentation théâtrale. Les bagnards ont appris par cœur 2 ou 3 pièces de théâtre. Ils ont aménagé l'une des baraques en salle de théâtre, avec une scène, des bancs pour le public, etc. Cette représentation théâtrale a été un moment qui a permis à ces personnes d'habitude moroses et humiliées par leurs conditions de se sentir hommes presque libres, d'oublier pour quelques heures leur triste condition d'hommes réprouvés et rejetés par la société. Ensuite, le narrateur parle de la fête de Noël, que tous attendaient avec impatience. Ce n'est pas la fête en elle-même qui est importante, mais l'attente, car les bagnards attendent Noël comme une chose magique, et cette attente devient un moment extraordinaire. Pendant cette attente, pendant les derniers jours avant Noël, les détenus deviennent cérémonieux, pensifs et posés. La nuit de Noël se passe une première scène touchante du livre. Après avoir fêté Noël, le narrateur va se coucher. Au beau milieu de la nuit, il se réveille et se rappelle qu'il est dans un bagne, car il avait oublié cela pendant son sommeil. Donc, au beau milieu de la nuit, il se réveille et se rappelle qu'il est dans un bagne, car il avait oublié cela pendant son sommeil. Il entend les bruits de chaînes aux chevilles des autres bagnards. Cela et l'air lourd lui rappellent qu'il est dans un bagne. Pour se réconforter, il se dit « Je ne suis pas ici pour toute la vie. Je ne suis ici que pour quelques années. » Et il retourne dormir. Ensuite, après les fêtes de Nouvel An, le narrateur tombe malade. Il va dans l'hôpital qui se trouve près du bagne. Le narrateur nous décrit cet endroit. Les détenus y sont entassés comme dans les baraques. Les soldats ferment les portes à cadenas pour prévenir une fuite éventuelle. Mais les conditions de vie sont meilleures que dans la maison de force elle-même malgré tout. Durant son séjour dans la maison de force, pendant une nuit, alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital, le narrateur a entendu l'histoire que dans le noir, un bagnard racontait à son camarade somnolent. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille appelée Anulka. Elle était une jeune fille vierge au comportement irréprochable. Un jeune homme était amoureux d'elle. Le meilleur ami de ce jeune homme, était lui aussi amoureux d'Anulka. Par cruauté et bêtise,
Les deux jeunes gens ont gribouillé de peinture noire la porte d'entrée de la maison d'Anulka, ce qui signifie dans la Russie du XIXe siècle qu'elle n'était plus vierge. L'un des jeunes gens était en fait poussé par son ami qui était envieux à commettre cet acte. Le résultat de cela était que la jeune Anulka se faisait battre très fortement par ses parents. Finalement, l'un des jeunes garçons consentit à se marier avec Anulka et découvrit le jour de leur nuit de noces qu'elle était vierge. Cependant, quelque temps plus tard, il finit par assassiner Anulka, qui était à présent son épouse, car il s'était fâché contre elle, en vérité sans raison, pour une bagatelle. Son ami, quant à lui, contre une petite somme d'argent, a accepté d'aller à l'armée comme soldat, en remplacement d'un jeune homme qui a été appelé sous les drapeaux, mais qui était issu d'une famille riche et qui pouvait se permettre de payer un remplaçant. Sans doute est-il mort à la guerre. Quant à son meilleur ami, l'assassin d'Anulka, il a été arrêté par la police et déporté au bagne. C'est lui qui est en train de raconter toute cette histoire sur son lit dans l'hôpital près du bagne. Il est à présent un bagnard dont l'âme est viciée et dont le destin est brisé. Au final, les trois jeunes gens ont eu une fin tragique. Après cela, le narrateur parle de la saison d'été. Les travaux forcés à la maison de force sont les plus difficiles pendant l'été, parce que travailler comme esclave est difficile quand, autour de nous, la nature est belle, resplendissante, qu'elle renaît après l'hiver. Comme nous abordons le sujet qui est le travail, disons que le travail du narrateur consistait principalement à casser de l'albâtre. Au début, les autres bagnards méprisaient et maltraitaient le narrateur. Pendant les heures de travail, car ils ne savaient pas bien accomplir ces tâches de travail. Car en effet, dans le bagne, on estimait beaucoup ceux qui sont adroits au travail et on chasse et méprise ceux qui ne sont pas encore compétents pour accomplir les tâches de travail qui leur sont confiées. Par la suite, le narrateur a appris comment être plus adroit. Et les vexations contre lui ont cessé. Le narrateur parle des différents ateliers qui existaient dans la maison de force. Il évoque aussi son premier travail au bagne, le meilleur travail qu'il eut là-bas. Il copiait les documents techniques pour un ingénieur qui a pris, lui, Alexandre Petrovitch, en affection. En général, les ingénieurs étaient pleins de compassion envers les forçats, tout comme certains membres de l'administration. Le commandant de la maison de force était au contraire un salaud, comme on en voit rarement. Il aimait administrer un supplice que tous les bagnards craignaient énormément, les verges. Le commandant de la maison de force a inventé un procédé pour se moquer et augmenter la souffrance des détenus. Au début du châtiment, il faisait croire aux condamnés qu'il était pardonné et qu'il ne subira pas le châtiment. Et au moment où le détenu s'attendait le moins à cela, le commandant criait aux soldats de fouetter le détenu. Et lorsque le détenu criait de douleur, le commandant de la maison de force courait tout autour et riait sans retenue. Le narrateur emploie une formule pour parler du commandant. Le commandant avait sur tout des conceptions exactement à l'opposé des idées des personnes normales appartenant au genre humain. Enfin, le récit d'Alexandre Petrovitch est près de toucher à sa fin. Cependant, comme il le dit, pour ne pas finir brusquement son récit, à la toute fin, le narrateur a décidé de raconter une histoire qui eut lieu dans le bagne durant l'une des années qu'il a passées dans cette institution. C'est l'histoire de l'évasion de deux forçats. Ces forçats ont persuadé un soldat d'escorte de les aider à fuir la maison de force. Dans un premier temps,
les autorités du bagne n'arrivaient pas à retrouver les fuyards. C'est pourquoi tous les détenus de la maison de force étaient fiers de leurs camarades qui, comme il paraissait au début, sont parvenus à s'enfuir. Donc les forçats ont persuadé un soldat d'escorte de les aider à fuir la maison de force. Dans un premier temps, les autorités du bagne n'arrivaient pas à retrouver les fuyards. C'est pourquoi tous les détenus de la maison de force étaient fiers de leurs camarades qui, comme il paraissait au début, sont parvenus à s'enfuir. Mais finalement, la police a réussi à déterminer le bois dans lequel se cachaient les fuyards. Ils furent encerclés et attrapés. La réaction des bagnards restés dans la maison de force était la suivante: changer de comportement du jour au lendemain. Hier, ils étaient fiers de leurs camarades qui, semblait-il, sont parvenus à s'enfuir. Mais tout d'un coup, les bagnards se sont mis à mépriser leurs camarades, tout en exprimant les vexations diverses, vexations qui étaient le fruit de leur déception. Le narrateur conclut cette histoire en disant, je cite, « Le succès est tout dans ce monde ». Enfin arrive le moment de sortir du bagne, car le narrateur a purgé sa peine de 4 ans. Il fait le tour des baraques. La plupart des bagnards étaient heureux pour lui et venaient lui serrer la main. Certains se montraient plus réservés, car ils savaient qu'une fois sorti du bagne, le narrateur redeviendra, selon les mots d'un bagnard, un monsieur, c'est-à-dire un aristocrate placé au-dessus des autres hommes. Enfin, la troisième catégorie des bagnards lui tournaient le dos et ruminaient leur sourde haine envers le narrateur. Celui-ci va à la forge où on brise ses fers. Les fers, une fois brisés, qu'il prend dans ses mains, croyant à peine que ces fers, qu'il avait portés jour et nuit pendant 4 ans, que ces fers ne sont plus à ses chevilles. Enfin arrive le moment de quitter le bagne. Je reproduis ici les dernières lignes du roman, les dernières lignes très touchantes. « Allons, adieu, adieu » me dirent les forçats de leur voix grossière et saccadée, mais qui semblait joyeuse. « Oui, adieu. La liberté, la vie nouvelle, la résurrection d'entre les morts. Ineffable minute.